nos invités, que voici, là en tout cas, est avec moi ici en studio à Paris. Bonjour Bernard Brett, délégué, bonjour Bertrand Brett, délégué aux relations internationales, c'est Paris Habitat, et on va partir de la situation française, mais brasser tout cet large ensemble de la francophonie. Et nous avons avec nous, en direct, Badr Kanouni, qui est le président du directoire du groupe Al Omran. Il est au Maroc, nous entendez-vous, Monsieur Kanouni, bonjour. Oui, bonjour, parfaitement. Je vous entends et vous reçois 5 sur 5. Heureux d'être avec vous. Formidable, bienvenue, on est content de vous avoir aussi. Je le rappelle, enfin je le précise, le groupe Al Omran, donc au Maroc, où vous êtes, est un organisme public. On pourrait peut-être, Bertrand Brett, le comparer à l'ANRU. Oui, enfin... L'équivalent, c'est un organisme d'État, en tout cas, voilà, qui dépend de l'État, bonjour comme chez nous. À tous et à toutes, et puis bonjour à mon ami Badr. Je suis heureux de retrouver. Qui nous fait un signe de la main, tout va bien. Voilà, c'est Badr le dira mieux que moi, mais c'est un important, très important organisme d'État qui a un peu la même mission que l'ANRU, en fait, de requalification urbaine, qui s'attache à l'amélioration des quartiers informels et qui fait la promotion de l'accession sociale à la propriété singulièrement. Mais je ne veux surtout pas me substituer aux fonctions de Badr. Il va nous en dire plus. Alors avant justement de vous entendre l'un et l'autre sur ce qui se fait sur ce très vaste réseau, on va le dire tout de suite, le réseau Habitat Francophonie, créé en 87, donc déjà ancien, et présent aujourd'hui dans près de 13 pays, je crois. 13 pays francophones. Voilà, donc avant de rentrer un peu dans le détail de ce qui se fait au Maroc, évidemment, qui est une situation très différente de celle d'autres pays, c'est d'ailleurs une des caractéristiques évidemment de ce vaste mouvement. Parlons un peu de ce réseau. Pourquoi existe-t-il? Son objectif, c'est évidemment de faire vivre quand même la francophonie, la langue française, de relier entre eux les pays pratiquant la langue française, mais plus largement d'échanger les pratiques, les expériences et d'en faire profiter les uns et les autres. Oui, ce réseau s'inscrit dans une démarche d'ensemble portée par des bailleurs sociaux, d'ailleurs partout dans le monde, au regard de l'évolution des mouvements de population. En 1950, 30% de la population mondiale vivait dans des villes. On estime qu'en 2030, ça sera sans doute entre 65 et 70%. Il y a donc partout en France, mais partout dans le monde, un problème d'accueil, de production d'un logement abordable, durable, d'un logement de qualité, pérenne, dans une ville durable, maîtrisée, à l'urbanisme maîtrisé qui se pose. Et un réseau comme le réseau Habitat et Francophonie, c'est une soixantaine de membres dans 13 pays francophones, vous l'avez rappelé, qui vont depuis le Québec, la partie wallonne de la Belgique, la Tunisie, le Maroc, mais également un bon nombre de pays africains, subsahariens, et puis quelques touches avec des pays où la francophonie est développée, je pense notamment au Liban. Eh bien, c'est un réseau d'échange de bonnes pratiques professionnelles, c'est aussi un réseau de réflexion, et c'est un réseau qui porte les valeurs de la francophonie, c'est-à-dire un rapport à la langue, mais également un rapport à l'universalisme et un rapport à l'esprit de solidarité. Et je rappelle, enfin je précise que ces adhérents, vous avez dit 50, près de 60 même, il me semble que vous avez dit, peuvent être aussi bien constructeurs, aménageurs, gestionnaires, des collectivités locales aussi. Tout à fait, ce sont des acteurs, voilà. Ce sont les acteurs du logement abordable et social, pas uniquement des bailleurs. Il y a des banques, il y a la Banque de l'Habitat du Mali, la Banque de l'Habitat du Tchad, la Banque de l'Habitat du Sénégal, qui sont membres du réseau, parce que bien évidemment les financeurs ont un rôle important, mais ce sont des banques qui participent au mouvement d'ensemble de réflexion sur l'accès à un logement abordable et durable. Et en revanche, Bernard Brett, et vous allez nous le redire, vous souhaiteriez... décidément, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je vous appelle Bernard. En revanche, vous allez nous le préciser, et vous le regrettez un peu, il pourrait y avoir davantage de bailleurs impliqués dans le mouvement, on va y revenir, mais Paris Habitat est bien présent. Avec vous, Badr Kanouni, donc sur cette identité du réseau Habitat Francophonie, quand l'avez-vous rejoint avec le Maroc ? Écoutez, je pense que c'est quelque chose qui remonte à pas mal d'années, même avant que je n'arrive. Je pense que nous devons y être depuis le début des années 2000. Oui, et votre motivation lorsque vous avez souhaité effectivement faire partie de ce réseau, et on va revenir évidemment sur les grands programmes que vous avez depuis développés.
Écoutez, je crois que mon ami Bertrand l'a bien expliqué. On est très heureux de faire partie de ce réseau. Nous avons l'occasion de nous retrouver avec différents acteurs publics en général, mais également d'autres qui œuvrent pour cette noble mission qui est le développement du logement abordable. Donc aider les gens à avoir un toit à des prix accessibles et nous avons l'occasion d'échanger sur les différentes pratiques, sur les succès des uns et des autres, sur les difficultés aussi parce que ça nous permet de les voir et d'essayer de les éviter dans nos différentes activités. Donc c'est vraiment un réseau qui est très riche et qui nous permet d'améliorer, je dirais, notre rendement au niveau des pays. Nous essayons également d'être un peu le porte-parole de ce qui se fait dans l'habitat au niveau de la francophonie, au niveau de nos gouvernements respectifs. Alors prenons précisément l'exemple du Maroc, chez vous, très actif donc dans ce réseau. On l'a peut-être, oui, vous avez parlé de développement durable, Bertrand Brett, l'occasion de dire, évidemment en référence au sommet mondial sur le développement durable. On rappelle qu'il y avait près de 17, je crois, objectifs de développement, mais une très grande majorité, 11 même, touchaient effectivement au cœur des questions de l'habitat. Donc c'est d'autant plus important. Chez vous au Maroc, puisqu'on va bien insister sur les différences entre pays, on passe là de l'Occident vers les pays du Maghreb et bien au-delà vers l'Afrique. Quelle est l'opération donc, que vous avez conduite dans ce cadre et qui à vos yeux, Badr Kanouni, a profité de ces échanges internationaux? Peut-être décrire un peu un programme important chez vous? Absolument. Donc déjà, nous, on conduit beaucoup de choses ici au Maroc parce que le groupe Le Omran, comme ça a été dit, est un groupe étatique créé par l'État pour opérationnaliser, je dirais, la politique dans le secteur de l'habitat, de l'aménagement et du développement urbain. Donc, nous avons plusieurs casquettes. Nous sommes aménageurs, nous sommes développeurs, nous construisons, principalement, bien sûr, pour les plus démunis, les logements sociaux et les logements économiques et abordables, mais nous faisons également, comme je l'ai dit, du développement urbain parce que nous sommes en charge de la réalisation de 4 villes nouvelles au Maroc, mais également d'une 52 pôles urbains, c'est-à-dire ce sont les extensions urbaines, le développement de nos villes. Et nous sommes présents sur l'ensemble du territoire. Le Maroc, bien sûr, est un pays qui est jeune, c'est un pays qui connaît une grande dynamique économique, un développement, un exode rural assez fort. Et donc tout cela fait qu'il y a des défis énormes qu'il faut essayer de relever et c'est ce que nous essayons de faire. Alors parmi les programmes, je pense que le plus important, c'est la lutte contre l'insalubre. C'est un phénomène qui est assez répandu, je dirais, dans les pays du Maghreb, les pays africains, les pays du Sud. Et c'est parmi les enjeux majeurs qui sont, disons, conduits par le Maroc pour essayer de le relever. Alors, si je dois donner quelques chiffres, par exemple, le programme étatique de lutte contre l'insalubre a démarré en 2004. Nous avions un déficit au Maroc de 1 200 000 unités, donc logements. Aujourd'hui, nous sommes à moins de 400 000, nous sommes à 370 000 à peu près, donc il y a une avancée majeure. Mais au-delà, je dirais, du simple déficit, parce que il y a un déficit existant, mais comme je l'ai dit avec l'exode, il y a une arrivée assez massive annuellement de nouveaux ménages, de nouveaux habitants dans les villes. C'est ce qui explique que nous sommes encore à moins de 400 000. Mais au niveau de l'habitat insalubre, il y a à peu près 1 600 000 ou 1 800 000 Marocains qui ont pu être relogés ou recasés, donc ils sont sortis de leur habitat insalubre, sortis de leur bidonville, grâce à l'action de l'État marocain. Et nous réalisons, à titre indicatif, 85% de ce qui se fait au niveau de l'ensemble du territoire marocain. Donc je pourrais développer un peu plus cela, évidemment, si vous le souhaitez. Pardon, oui, c'est très parlant. On est beaucoup là sur de la reconstruction et même vraiment en partant d'une situation très dégradée, ce qui n'est évidemment pas le cas partout, Bertrand Brett, et c'est ce qui rend intéressant justement vos échanges. Oui, tout à fait, d'autant que sur des questions très actuelles pour le mouvement des bailleurs sociaux français, je pense notamment à la problématique des îlots de chaleur, à la problématique de la chaleur d'été, comment rafraîchir nos logements.
sur la question de l'agriculture urbaine, nos amis marocains ont beaucoup à nous donner. Beaucoup à nous apprendre. Et beaucoup à nous apprendre. Je veux dire, la ventilation naturelle des logements et des maisons, quelque part, ils ont quelques éléments d'avance sur nous. Ils connaissent, c'est culturel, séculaire. L'agriculture urbaine également, le terme de l'agriculture dans les villes, le développement du verdissement, des jardins, c'est des choses productives pour les habitants. C'est des choses qui sont également organisées et maîtrisées, sur lesquelles nous pouvons, je veux dire, nous appuyer avec des expériences et des réalisations tout à fait innovantes et pilotes en la matière. En plus du Maroc, il y a des pays africains aussi qui sont membres, bien sûr, oui, alors, de ce réseau. Je ne veux pas... on peut en citer quelques-uns ou quelques illustrations. Oui, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, le Tchad, prochainement le Cameroun. Nous allons bientôt avoir des contacts avec le Togo, pour citer les principaux avec lesquels nous avons le plus d'engagement. Ce que je voulais également souligner, c'est l'importance de nos relations avec nos amis wallons en Belgique et puis avec nos amis québécois également. Chacun sait, notamment en Europe, que le Québec et les bailleurs sociaux québécois sont très en avant, par exemple, sur tout ce qui touche aux questions de dialogue social, de dialogue de concertation avec les habitants. Et puis, ils ont également beaucoup à nous apprendre en matière de construction et d'utilisation bois. Je veux dire que là, il y a matière à échange de bonnes pratiques professionnelles des plus efficaces. Oui, et à chacun, donc, les leçons qu'il peut donner aux autres. Badr Kanouni, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Ou pour le dire autrement, qu'est-ce que vous souhaiteriez voir davantage progresser au sein d'Habitat et Francophonie, de là où vous êtes et au stade où vous êtes? Alors, je pense que vous parlez un peu de cette coopération, des échanges, qui est très important, que je rappelle qu'un des axes majeurs sur lequel travaille notre réseau, c'est justement renforcer cet échange, le structurer et le pérenniser. Nous sommes très heureux de voir que cet échange s'est consolidé entre le groupe Omran et le réseau Habitat et Francophonie, avec la signature d'une convention en 2019 à Nouakchott, par laquelle nous œuvrons à travers l'Académie d'Al-Omran pour permettre justement de contribuer à cet échange. Alors l'Académie d'Al-Omran, nous l'avons créée pour conserver l'expertise dont on a besoin ici au Maroc, parce que nous avons plusieurs métiers. C'est la lutte contre l'insalubre, c'est la lutte contre le menaçant ruine, qui est un phénomène malheureusement assez fort et qu'on retrouve dans nos 31 médinas par exemple. Nous avons les restructurations des quartiers sous-équipés, nous avons des opérations classiques de logement, de construction, l'aménagement de petites parcelles, de moyennes parcelles, de pôles urbains et autres. Donc ce métier-là, malheureusement, on ne le retrouve pas sur le marché. Il faut le développer après 10 ans, 15 ans de travail au sein du groupe Omran. Et nous avons créé cette académie justement pour le conserver et de pouvoir le partager très facilement en interne. Mais très tôt, et grâce justement à ces échanges et cette ouverture à l'international que nous offre le réseau Habitat et Francophonie, il a été convenu donc de mettre à la disposition du réseau et de ses membres cette académie. Ça se fait dans les deux sens. Nous, modestement, nous partageons l'expertise marocaine, notre connaissance de ce que nous faisons ici au Maroc, mais à travers cette académie également, il y a des échanges avec d'autres pays. Nous avons commencé avec la Tunisie, nous avons fait également des tables rondes et des grandes conférences à travers l'académie et le réseau avec le Sénégal, et on ne s'arrête pas là, il y a pas mal de choses qui se font. Et nous, dans nos modules de formation, nous avons eu le plaisir et le privilège d'avoir à peu près 7 ou 8 pays ou 9 pays africains qui ont participé à nos différents modules, et nous sommes en train de renforcer cela. Il y a eu également un certain nombre de membres de notre réseau, notamment des pays du Nord, qui souhaiteraient également apporter leur contribution, et je pense que c'est quelque chose qui va se généraliser. Et donc, vous avez parlé, qu'est-ce que nous attendons? Évidemment, voilà. Ce que nous attendons, c'est de profiter de l'expérience des autres, de profiter de ce qui se fait, et Dieu merci, il y a beaucoup de choses très intéressantes, et nous sommes là pour développer cet aspect. Je renvoie d'ailleurs au site du réseau Habitat Francophonie, où il y a toute une série de conférences qui ont été organisées. On peut en retrouver les contenus. Je le disais, Bertrand Brett, vous avez un petit regret quand même. Paris Habitat donc est
très présent sur ce réseau, et vous connaissez bien avec Badr Kanouni. Mais vous souhaiteriez peut-être que davantage de bailleurs, et peut-être aussi les pouvoirs publics, on va y venir, s'intéresse davantage à ce réseau. Oui, un grand merci donc à l'Union sociale pour l'habitat pour avoir organisé ce débat. Hein, c'est une première. Oui. C'est une première également que la présidente de la Commission européenne se soit exprimée au Congrès. C'est une première que nous ayons eu à partager avec la mission Europe de l'USH, un stand important qui accueillait à la fois le réseau Habitat et Francophonie, mais également un réseau européen de bailleurs sociaux. Donc cela montre que les choses bougent et la reconnaissance de l'action internationale des bailleurs sociaux est en marche. Souvent, elle a été freinée pour diverses raisons, à la fois juridiques et historiques. Aujourd'hui, la loi reconnaît dans l'action de coopération de la France le rôle des bailleurs sociaux et la pertinence à ce qu'ils développent cette action de coopération. Donc les portes sont ouvertes. Moi, j'appelle mes collègues bailleurs sociaux à participer de ce mouvement de relations internationales. Et à travers l'exemple de Paris Habitat, je voudrais citer juste quatre points importants. Tout d'abord, l'accueil de délégations. Souvent, les bailleurs sociaux sont en relation, notamment les OPH, avec des collectivités locales qui elles-mêmes ont des actions de coopération décentralisée. Donc Paris Habitat a un processus d'accueil de délégations très important. Il se trouve que c'est la capitale de la France, donc il y a beaucoup de délégations qui viennent. Et vous êtes très présents sur, évidemment, sur Paris, c'est l'échange de bonnes pratiques professionnelles, c'est la signature de partenariats bilatéraux avec des homologues étrangers, c'est la participation à des réseaux, le réseau Habitat et Francophonie, le réseau européen des bailleurs sociaux, mais également les réseaux, nous participons au réseau des bailleurs sociaux publics d'Asie. Il y a un office HLM à Séoul, il y a un office HLM à Tokyo, il y en a à Ulaanbaatar, capitale de la Mongolie, avec lequel nous avons des relations. C'est troisième partie pour Paris Habitat, une mission d'expertise que nous mettons à la disposition des pouvoirs publics et également de la ville de Paris. Nous sommes partie prenante du groupe d'experts qui est en relation avec l'Ordre des ingénieurs et architectes du Liban. Qui donc sont prêts à se déplacer, à se rendre dans les pays demandeurs. Voilà, ça a été fait d'ailleurs. Et nous avons participé à 2 conférences organisées par la société civile libanaise sur la définition d'une future politique publique de l'habitat, sur la création d'un observatoire de l'urbanisme et de l'habitat. Et enfin, 4e point, c'est l'action de recherche de financement à travers, bien évidemment, l'Europe. Et là, un grand merci au soutien que nous apporte la mission Europe de l'USH, mais également à travers des opérations de philanthropie, de mécénat. Donc ces 4 points, accueil de délégation, échange de bonnes pratiques professionnelles, mission d'expertise, recherche de financement, peuvent être largement partagés par l'ensemble des bailleurs sociaux. Aujourd'hui, la voie est ouverte, donc je ne peux que les inviter à venir nous rejoindre. Bien évidemment, Paris Habitat se tient à leur disposition pour échanger sur ce sujet. J'ajoute, dernier point, que pour les collègues de Paris Habitat qui participent à ces actions internationales, c'est un formidable booster. Je veux dire, c'est un formidable élément de valorisation professionnelle de leur savoir-faire, de leurs compétences, dans le cadre d'échanges de bonnes pratiques avec des homologues directs. Et puis, c'est aussi un enrichissement humain très fort, et donc cela participe d'un mouvement d'ensemble sur ce que peut apporter le logement social français aux problématiques que j'évoquais tout à l'heure de développement d'une forte attente partout dans le monde d'un logement abordable et durable. Alors précisément, je voudrais un petit point peut-être plus politique. Vous venez de dire ce qu'apporte le logement social français avec sa vocation, on en a parlé un peu plus tôt dans l'après-midi, de logement pour tous, de logement d'abord, et on va revenir sur toutes les questions de certains vont bien sûr de droit au logement. Enfin, nous connaissons la problématique et elle est très courante aujourd'hui dans le débat autour du logement social dans notre pays. Ce n'est pas le cas partout. Peut-être que je me tourne vers Badr Kanouni à ce sujet. Quelle est la philosophie qui préside à la construction de logements sociaux, Badr Kanouni, et qu'avez-vous éventuellement à prendre et à apporter à ce sujet à vos partenaires internationaux? Parce que là encore, on parle de grandes différences entre pays. Il ne faut pas se cacher la vérité. Badr Kanouni. Absolument. Écoutez, par rapport à cette problématique du logement abordable, c'est vraiment une question fondamentale parce que le problème étant le pouvoir d'achat du ménage marocain. Et là, la grande difficulté se pose à ce niveau-là. Alors, l'État marocain
a mis en place un certain nombre de programmes. Alors nous avons, je vais peut-être vous étonner, mais des logements sociaux qui sont vendus au prix de 13 000 euros l'appartement. C'est des appartements de 40 à 50 mètres carrés, et je dis bien à 13 000 euros. Nous le portons, c'est le groupe Le Omran, donc le groupe public, c'est celui qui porte ce programme. Il y a un autre programme de logements sociaux abordables qui arrive jusqu'à... Je vous interromps, pardon, Monsieur Kanouni. Juste pour avoir un ordre de grandeur, vous nous donnez ce chiffre, on peut avoir une idée d'un prix moyen, parce que vous semblez dire que c'est quand même assez particulier ce prix-là, juste pour qu'on fasse des comparaisons. Privé, dans le marché privé, il y a quel prix Alors, c'est ce que j'allais dire. Nous avons un autre programme qui est ouvert, je dirais, au secteur privé, mais avec quand même des aides de l'État. C'est ce qu'on appelle le logement social, qui est vendu jusqu'à 24 000 euros. D'accord. Maintenant, dehors de cela, il faut compter sur du 30 000 euros, 35 000 euros pour pouvoir avoir un logement, je dirais, décent. Donc ça, c'est un effort particulier qui est fait par l'État et qui se matérialise à travers plusieurs aides, que ce soit ces exonérations fiscales, que ce soit une mobilisation du foncier public qui est vendu à des prix intéressants. Et le plus gros du foncier également a été aménagé par le Omran pour qu'on mette à la disposition une partie de ce logement aux promoteurs privés. Donc ça, c'est des actions vraiment très importantes. Maintenant, et ça rejoint un petit peu ce que peuvent nous apporter nos autres partenaires au niveau du réseau Habitat et Francophonie, et je pense qu'on est au cœur même de cette thématique au cours de ce congrès, c'est que je ne pense pas, parce que le Maroc a pratiquement tout misé sur l'accès à la propriété. Or, il est évident que ce n'est pas possible. Le locatif doit être développé. Nous en sommes conscients au Maroc. Aujourd'hui, on attend la formation d'ailleurs dans les jours à venir du prochain gouvernement. Et l'un des défis à relever, justement, c'est le locatif. Et je pense que le cas français, il y en a d'autres aussi, peut être très intéressant pour nous, parce que là, il va falloir associer un certain nombre d'acteurs au niveau des territoires pour pouvoir le réussir. Donc, le locatif est quelque chose d'important. Il y a des attentes et nous sommes déjà rapprochés de nos amis français pour voir ce qui se fait et nous proposons, je dirais, une démarche au gouvernement. Je pense que c'est quelque chose sur laquelle le Maroc va aller, d'autant plus qu'aujourd'hui, l'aide directe aux ménages est actée comme principe fondamental ici au Maroc et je pense que ça peut s'élargir également à la partie habitat. Oui, ça c'est un exemple très intéressant que nous donne Badr Kanouni, voilà, Bertrand Brett, parce qu'on voit bien que ce n'est pas partout la même chose. Et absolument. Le locatif et la crise centrale aujourd'hui. La crise sanitaire que nous avons vécue partout dans le monde a accéléré la réflexion de beaucoup de pays qui étaient dans la culture de l'accession à la propriété vers le locatif. D'autant plus intéressant que nous sommes quasiment dans une démarche presque... Enfin, on parle beaucoup d'accès à la propriété ici en France, donc c'est intéressant de voir à quel niveau vous pouvez vous situer les uns et les autres. Tout à fait. Et l'exemple du Maroc est tout à fait révélateur. Paris Habitat, avec la ville de Paris, nous avons été sollicités par Buenos Aires pour les aider à développer du logement locatif. Nous avons été sollicités par le Mexique, par le Chili, pour leur montrer ce qu'était le modèle du logement social français et ce que ça voulait dire qu'un bailleur social qui faisait du locatif social et abordable. Donc, pour vous dire que dans la demande mondiale d'un logement, une fois encore, abordable, durable et pérenne et de qualité, la question du locatif revient très largement sur le devant. C'est une bonne chose. Et là, la France, l'Union sociale pour l'habitat et les bailleurs sociaux que nous sommes, avons je ne veux pas dire une responsabilité, mais en tout cas une qu'il un savoir-faire qu'il est vraiment important de pouvoir faire partager. Il faut partager. Peut-être comparer aussi avec d'autres pays avancés comme le nôtre. Vous avez parlé du Québec ou de la Belgique, qui sont aussi, bien sûr, offerts. Tout à fait, avec parfois des différences, et notamment, mais des différences où nous avons beaucoup à apprendre sur l'accompagnement social des locataires, sur la façon dont on solvabilise des locataires qui sont en situation d'impayés ou de difficultés financières temporaires. Et là, vous jugez que le Québec est en pointe? Là, le Québec a des choses à nous apporter.
La Corée du Sud, il y a un office HLM de Séoul, une fois encore, a des choses à nous apporter sur le sujet. Nous avons d'autres choses à leur apporter. Par exemple, de plus en plus, les bailleurs sociaux français s'intéressent à l'accompagnement de santé de leurs locataires, singulièrement des personnes âgées. Comment aider à un meilleur maintien dans les lieux de nos locataires âgés. Et là, pour le coup, on est plutôt en avant. Vous savez, c'est la phrase de Talleyrand, quand je me regarde dans une glace, je m'inquiète, et quand je me compare, je me rassure. Ça va mieux. Et ben voilà, on a un modèle qui est très regardé, qui est parfois très admiré, souvent très critiqué ici en France, mais nous accueillons le monde entier et ça veut bien dire quelque chose. Autre différence très significative, je vais conclure avec vous deux par cette question plus large, mais Badr Kanouni, chez vous, c'est au contraire une population très jeune, alors que nous nous préoccupons du vieillissement de la nôtre. Donc c'est évidemment d'autres enjeux encore. Et je donne ce chiffre, vous avez parlé de 2030, Bertrand Brett, qui est une date d'échéance très importante pour le développement durable, nous le savions. 3 milliards de mal logés devraient être sur notre planète à cette époque-là. Donc on voit bien que le problème reste crucial, entier et très douloureux pour beaucoup. Donc comment agir pour une meilleure prise en compte, et cette fois par les pouvoirs publics? Question pour vous deux. Que souhaitez-vous en priorité? Il nous reste quelques minutes. Badr Kanouni d'abord. Merci. Ce que je peux dire, c'est que au Maroc, nous sommes très conscients de ces enjeux climatiques, tout ce qui est développement durable, et c'est porté au plus haut niveau de l'État. Le Maroc est très ambitieux à ce niveau-là, et nous sommes tous, bien sûr, derrière notre roi pour aller dans ce sens, et nous avons des programmes très précis à ce niveau-là. Nous avons également cette population qui est jeune, on a un pays qui se développe, j'ai parlé d'un exode rural très fort, nous attendons 4 à 5 millions de citoyens supplémentaires dans nos villes sur les 7 ou 8 prochaines années. Le défi à relever est énorme. L'accès à la propriété restera important, certes. Simplement, alors je pense que ce qui permet de garantir, je dirais, le succès des politiques publiques, c'est très franchement un suivi permanent de Sa Majesté par rapport à cela. Uniquement si on prend les projets réalisés par le groupe Le Omran, depuis l'accession au trône de Sa Majesté en 1999, c'est-à-dire un peu plus de 20 ans, ce sont 422 projets qui ont été inaugurés ou lancés par Sa Majesté. Donc c'est des projets publics qui donnent le ton et qui permet au pouvoir public, au gouvernement, aux administrations de suivre derrière. Oui. C'est plus de 1 20 000 habitations qui ont été faites à ce niveau-là. Je crois que c'est parmi les priorités de l'État, parce que les enjeux sont très importants, les défis sont grands à relever, mais je pense que nous avons mis des programmes qui nous ont permis d'avancer d'une manière très importante, parce qu'il y a quand même un recul, on l'a dit, du déficit énorme, un recul de l'habitat insalubre qui est très important, et tout cela se fait dans le cadre du respect du développement durable, l'efficacité énergétique, etc. Merci Badr Kanouni. Dernier mot avec vous. Alors Bertrand Brett, même chose, quelles sont vos attentes pour c'est, disons, cette échéance 2030 et ces 3 milliards annoncés de mal logés? Oui, alors quand même je pense, et c'est tout l'intérêt de ces échanges internationaux qui s'inscrivent d'ailleurs dans une volonté. Moi, je veux quand même souligner le fait que ceci n'est possible que parce qu'il y a une volonté de notre président, du directeur général, que de promouvoir cette activité en lien avec, bien évidemment, la maire de Paris, la mairie de Paris, notre collectivité locale de rattachement. Tout d'abord, ma première réaction, c'est qu'il n'y a pas une réponse unique. Et ce que j'apprécie dans les échanges que nous avons, effectivement, vous le soulignez avec pertinence, sur des réalités qui sont parfois différentes, c'est que précisément, elles contribuent à enrichir notre capacité de réponse. Je prendrai l'exemple de l'accession sociale à la propriété. Ce qu'on développe aujourd'hui à travers le bail réel solidaire, c'est quelque chose qui existe depuis 20 ans ou 30 ans chez les pays anglo-saxons. Donc, c'est une... Oui, à chaque fois, il y a des choses à revoir. Nous le faisons
la sauce française, bien évidemment, et on le met au regard des filtres et des règlements qui sont les nôtres, mais en même temps, sur le fond, la démarche est assez la même. Et moi, quand je vois comment Alhambra peut développer ses villes nouvelles, l'organisation, la conception, la méthodologie employée, je me dis que là, on a quand même quelques bons sujets de dialogue entre nous. On va conclure très rapidement, s'il vous plaît. Nous participons également, à la fois Paris Habitat et le réseau Habitat et Francophonie, à un dialogue permanent avec ONU Habitat, ce qui nous permet de nous inscrire dans une démarche mondiale, globale de réflexion. Encore le spectre, oui. Et troisième aspect, puisque vous m'y invitez indirectement à mobiliser les bailleurs sociaux français, Paris Habitat organise et accueille la première rencontre entre les bailleurs sociaux européens et les bailleurs sociaux d'Asie au mois de mai en son siège, et donc on aura l'occasion, j'espère, d'en reparler, mais sachez que ça, c'est un bel exemple d'échange, de partenariat entre deux cultures, deux mondes qui ne se connaissaient pas vraiment, mais qui pourtant travaillent sur le même sujet. Et que tous les bailleurs y sont conviés, et même fermement. Tout à fait. On trouvera sur votre site, je l'imagine, tout ce qu'il faut savoir. Un grand merci à Badr Kanouni qui est avec nous en direct dans son pays, au Maroc. On le salue, et merci Bertrand Brett. Merci à vous.